Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce Facebook Live où on va faire un point assez complet sur les prévisions météo de ces 3 derniers mois, hein, puisque en effet, euh, les prévisions météo pour cet été sont bel et bien terminées. Vous voyez à l'écran, hein, fini les vacances, retour à l'école pour demain pour plusieurs millions d'élèves. Fini les vacances aussi pour beaucoup d'entre vous et c'est fini l'été. Alors vous allez me dire, mais non, mais l'été ça finit à la fin du mois de septembre. Et bien oui, sur le calendrier, en effet, les saisons sont basées un petit peu sur tout ce qui se passe, hein, l'équinoxe et plein d'autres choses encore. Mais l'été, en termes de météorologie, l'été météorologique est lui bel et bien terminé depuis le 31 août dernier. Hein, il avait commencé le 1er juin. Et il est donc un petit peu en décalé toujours par rapport à l'été dit calendaire, celui que l'on retrouve sur le calendrier, qui lui se terminera le 21 septembre prochain. Donc ça ne veut pas dire que nous sommes encore vraiment dans l'automne, même si au niveau météo, au niveau de la météorologie maintenant, on est considéré comme étant dans l'automne. Alors ce bilan, on va faire un point en deux phases, hein, un point sur ce bilan de l'été 2017, un petit peu au niveau national, et puis on fera un point un peu plus précis pour ces nombreuses, et vous êtes très nombreux toujours à nous suivre, du Périgord. Donc on fera un point précis sur le Périgord. Vous voyez qu'on a changé un petit peu de modèle, on est passé sur une télévision pour la retransmission à l'écran. Ça sera surtout pour la fin du bulletin. Donc je vais vous laisser sur fini les vacances, hein. Je vais vous faire un petit peu pleurer ce soir. Alors, ben, cet été, on a entendu pas mal de choses. On a vu beaucoup de choses cet été en France. Il y a eu plusieurs extrêmes. D'un extrême à l'autre, on est passé. C'est vraiment, bien sûr, les régions méditerranéennes qui ont, elles, été vraiment sous de fortes chaleurs et une forte sécheresse persistante au cours des 3 derniers mois, c'est-à-dire du 1er juin jusqu'au 31 août. On l'a vu avec des conséquences dramatiques sur le point des incendies et ce n'est toujours pas réglé puisque vous êtes sûrement sans savoir qu'un violent incendie ravage le Var, hein, la région de hier depuis hier, même s'il est en phase d'être contrôlé cet après-midi. Il y a eu plus de 500 hectares de brûlés et ça a donc conséquence encore de cet été extrêmement sec. Alors au niveau des températures, on est tout simplement, et ça va peut-être en surprendre plus d'un, plus de 1,5 degré au-dessus des normales de saison en moyenne sur cet été 2017 et il se classe tout simplement au deuxième rang des étés les plus chauds depuis 1900 en France. Oui, depuis 1900. Il est en fait derrière l'été 2003 qui enregistre plus 3,2 degrés sur l'ensemble de la période estivale. On est donc bien en dessous, hein, de 1,5 degré en dessous de cet été 2003, mais on est au deuxième rang des étés les plus chauds en France, pratiquement ex aequo avec celui de 2015, qui est lui aussi à 1,5 degré au-dessus des moyennes de saison pour l'été, pour l'ensemble de l'été et sur l'ensemble de la France. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu des disparités bien sûr régionales puisque vous allez me dire, ah ouais, cet été il a été même pourri, vous allez me le dire en Dordogne, mais j'ai quand même quelques chiffres qui vont vous démontrer le contraire, bien que ça puisse en surprendre peut-être quelques-uns. En fait, il faut se rappeler que dès la fin du printemps, hein, le printemps météorologique, c'est-à-dire le 30 mai dernier, on avait déjà eu de très fortes chaleurs. Il faut savoir que les premières fortes journées, les premières fortes chaleurs se sont produites dès la fin du printemps, avec 30 degrés le 27 et le 28 mai dernier sur Paris. Et à l'échelle de la France, le 28 mai 2017 restera gravé dans les archives avec a été la journée tout simplement la plus chaude en France observée pour un mois de mai depuis plus de 1900, hein, depuis que les relevés existent. Donc vous voyez qu'il avait fait déjà très chaud. Au niveau national, le bilan pour l'été, alors le mois de juin, il a fait plus 2,8 degrés. On se rappelle de cette forte canicule en France, où on avait eu d'ailleurs, et c'est un record en parlant de canicule en France cet été, puisque l'alerte canicule, l'alerte civile de Météo France a été déclenchée au niveau orange, c'est-à-dire au niveau 3 sur une échelle de 4, hein, le niveau orange,
4 fois pour 4 épisodes différents en France. C'était tout simplement jamais arrivé depuis que cette alerte canicule existe en France, et elle existe depuis 2004, donc ça fait presque 15 ans. Depuis presque 15 ans, jamais autant de fois l'alerte canicule avait été déclenchée en France. Donc un nouveau record. Et autre record pendant cette alerte canicule, quand la canicule avait touché la France, notamment au mois de juin, entre le 18 et le 23 juin, on s'en souvient, hein, on avait eu des records de chaleur sur tout le pays entre le 18 et le 23 juin, on a connu 5 jours extrêmement chauds. Et à ce moment-là, simultanément en France, on n'avait jamais vu autant de départements classés en même temps en alerte orange. Ils étaient plus de 70 à ce moment-là, notamment le matin du 20 et le soir du 21 juin, fête de la musique qui avait été cette année très chaude sur l'ensemble du territoire. On avait eu d'ailleurs des records de chaleur sur toute la France en pleine nuit de la fête de la musique. Jamais une fête de la musique n'avait été aussi chaude en France, avec une moyenne de plus de 20 degrés sur les 3/4 du territoire en pleine nuit. On avait battu des records. Il y a certains endroits, le thermomètre n'était pas descendu en dessous de 25 degrés, notamment dans les grandes agglomérations. Il avait fait extrêmement chaud, et ça avait conduit donc Météo France à mettre tout de même 70 départements, un petit peu plus de 70 départements en vigilance orange. C'était simultané en même temps, hein. L'alerte météo avait commencé avec une dizaine de départements en alerte orange autour du 18 juin. Voilà, donc on va avancer un petit peu sur les chiffres, hein, puisqu'on le voit, hein, cet été de toute façon est le deuxième le plus chaud en France, hein, depuis 1900, je vous l'ai déjà dit. Donc plus 2,8 degrés de température au mois de juin au niveau national, hein, on prend bien des chiffres au niveau national et sur l'ensemble du mois. Donc c'est très important de prendre en compte ces chiffres-là, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des disparités, encore une fois, c'est régional et local. Au mois de juillet, on est à plus 0,9 degrés au niveau de la France, hein, donc là aussi un excédent. Et au mois d'août, on est à plus 0,6 degrés, ce qui fait que sur l'été, on est à 1,5 degrés d'excédent. Donc c'est vraiment le deuxième été le plus chaud en France. Au niveau des précipitations, moins 3% au niveau national en juin, donc c'est pratiquement, ça ne représente pas beaucoup de disparités et d'écart au niveau des pluies, moins 3%. En juillet, on est à moins 10%, et en août, on est à moins 40%. Le chiffre est impressionnant pour le mois d'août, il a assez peu plu, et pourtant, l'image pour beaucoup de vacanciers du mois d'août n'est pas forcément d'un ressenti très agréable, alors qu'on a pourtant un ensoleillement, des températures plus chaudes que les normales et une pluviométrie donc plus basse. Sur l'été, on est à moins 18%, donc l'été 2017 poursuit sur la lancée depuis le début de l'année, hein. En France, en moyenne, on va dire que, en grosso modo, moins 18% de pluie sur cet été, et puis depuis le début de l'année, depuis environ un an, depuis l'été dernier, la France connaît une sécheresse qui est récurrente. Pardonnez-moi. Et donc on a au final en France, à l'heure où je vous parle, hein, en ce 3 septembre, plus de 70% du territoire qui est en alerte avec des restrictions d'eau, bien sûr, dont plus de 35 ou 40 départements, il me semble, en situation de crise, dont la Dordogne et notamment une grande partie de l'ouest de la France. Alors, ce qu'il en est de l'ensoleillement, c'est là que ça fait défaut en fait. Finalement, il a fait plus chaud que les normales. La pluviométrie est plus faible, mais l'ensoleillement est lui déficitaire. Alors, pas au mois de juin, puisqu'on est 14% d'ensoleillement en plus par rapport au normal de saison, aux moyennes, hein, de saison pour le mois de juin. Sur le mois de juillet, on est à moins 7%, et en août à moins 10%. Alors vous le voyez, en août, il a fait, si on résume pour le mois d'août au niveau de l'été, en fait, on est plus chaud que les normales de saison, on a moins de pluie, mais on a un ensoleillement déficitaire. Ça veut dire qu'on a eu souvent des journées assez grises, avec un flux un peu d'ouest, un peu maritime, notamment sur les régions de l'ouest de la France, avec de la grisaille, des nuages bas qui avaient du mal à se dissiper. Et donc on a eu parfois des journées totalement grises et dépourvues d'ensoleillement, mais sans précipitation, avec des températures qui étaient assez douces, notamment le matin, puisqu'il y avait donc une couverture nuageuse. On va faire un bilan sur les 3 mois, donc un bilan
beaucoup plus rapide, une synthèse, donc un mois de juin très chaud, avec de la chaleur qui s'est installée durablement tout au long du mois de juin, un premier épisode caniculaire qui s'est produit du 17 au 22 juin sur la France. Le 21 juin 2017 a été la journée la plus chaude de cette année en France, puisqu'il n'a jamais fait ensuite aussi chaud simultanément sur toute la France. Et sur l'ensemble du mois, l'excédent de température a atteint 2,8 degrés, plaçant au deuxième rang des mois de juin les plus chauds depuis 1900, loin derrière le mois de juin 2003, puisqu'il avait fait un excédent de 4 degrés à l'époque, puisque c'était déjà la très forte canicule en juin 2003. Juillet, un mois plus mitigé, un mois moins chaud et plus mitigé par rapport au mois de juin qui avait été particulièrement chaud. Le mois de juillet a alterné entre des périodes chaudes et ensoleillées, des périodes plus fraîches et nuageuses, avec quelques dégradations pluvio-orageuses qui ont affecté plus particulièrement les régions situées du sud-ouest jusqu'aux régions centre et jusqu'à l'Île-de-France et enfin jusqu'au nord-est. En fait, c'est une situation classique quand on a des épisodes orageux. Les régions méditerranéennes sont restées à l'écart de ces zones perturbées avec un temps sec tout au long du mois. Il y a plusieurs stations Météo France qui n'ont enregistré aucune précipitation durant tout le mois de juillet là-bas. Et puis un mois d'août contrasté lui aussi, très chaud et très sec plus sur les régions du sud, notamment dans le sud-est, mais c'est également vrai dans les régions du sud-ouest. Et ce mois d'août s'est à nouveau donc montré caniculaire sur les régions méditerranéennes et la région en Alpes jusqu'au 7 août avec des températures très élevées, 5 jours consécutifs où les températures maximales ont dépassé 40 degrés à Carpentras par exemple, dans le Vaucluse, des températures extrêmement chaudes. Mais sur le reste du pays, le temps était resté plus ou moins de saison, avec même assez mitigé au nord de la Loire, et là on peut même le dire, si vous m'écoutez près des régions des côtes de la Manche, le temps a lui été assez maussade. Et puis enfin, la fin du mois d'août, notamment le 15 août, le week-end du 15 août, prolongé pour certains, a été assez maussade, notamment le lundi et le mardi, et on en a fait les frais dans le Périgord. Puis enfin, en fin août, l'épisode de nouveau de très forte chaleur avec la semaine dernière, vous l'avez vu, dans le sud-ouest, le Tarn-et-Garonne, et puis ensuite les régions du centre-est, placées de nouveau pour la 4e fois consécutive durant l'été en alerte canicule avec une forte chaleur entre le 24 et le 29, des températures très élevées, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Au final, cet été aurait été d'un ressenti très différent selon les régions. Près de la Manche, l'été a peut-être été qualifié de standard et parfois de pourri selon certains termes que j'ai pu voir sur la page météo, alors que le beau temps a vraiment été très présent sur les régions du sud et particulièrement du sud-est cette année. Donc voilà ce que l'on pouvait dire au niveau de ce mois de cet été. Il faut savoir aussi que si vous étiez plus au sud, c'est-à-dire à l'étranger, le sud de l'Europe et le Maghreb a été frappé par une canicule exceptionnelle, comme le sud de la France. Il est resté tout l'été sous l'influence des masses d'air sahariennes. En Espagne, le mois de juin a été le plus chaud jamais mesuré. Il a fait 48 degrés à Cordoue, dans le sud de l'Espagne, près de Séville notamment. De nombreux records de chaleur ont été enregistrés dans de nombreuses villes, comme dans la capitale espagnole du côté de Madrid avec 41 degrés. Le Maroc et l'Algérie ont également été frappés par de très fortes chaleurs. Ça a été le cas aussi avec l'Italie et puis autour des Balkans, en fait dans l'Europe du Sud et dans l'Europe de l'Est, où les températures ont fréquemment dépassé 40 à 45 degrés tout au long de l'été. Donc vous voyez que la situation a été assez disparate au niveau de cet été. On va faire un point un petit peu plus précis sur le Périgord avant de parler des prévisions et notamment de la situation qui se passe. On va revenir sur ce qui va se passer dans les prochains jours si vous êtes dans le secteur des États-Unis notamment avec un nouvel ouragan, mais ça on va en parler dans quelques instants. Alors si vous êtes dans le Périgord, ce bulletin spécial pour tous les Périgourdins va vous intéresser, avec notamment le bilan pour le mois de juin, juillet et août, donc pour l'été, en fait 2017. Alors là aussi en Périgord, le bilan est contrasté, bien qu'au final cet été est plus chaud que la normale, plus sec que la normale. On a juste un léger déficit, mais alors très léger au niveau de l'ensoleillement.
Et puis il y a eu de nombreuses journées, hein, en fonction de vos jours de repos peut-être, qui ont été beaucoup plus ensoleillées que d'autres. Par exemple, prenons le cas des lundis. On a eu de grosses perturbations orageuses, les lundis notamment, et les mardis qui ont été assez perturbés avec sur 13... on a 13 lundis, hein, sur cette période estivale. Et on a quand même eu sur ces 13 lundis d'été 2017, on a eu 8 lundis avec de la pluie. Contrairement aux dimanches qui ont, eux, été très ensoleillés avec seulement 2 dimanches où il y a eu la pluie. Donc vous voyez qu'en fonction des journées, en fait, c'était assez scié, c'était assez en dents de scie, hein, cet été 2017. Alors, on va faire le bilan des précipitations. Des précipitations pour le Périgord avec des données qui peuvent aussi, en fonction des orages, bouger d'une ville à l'autre. Mais on va faire une grande moyenne. Alors, en moyenne, au mois de juin, les prévisions saisonnières affichent normalement 65 mm de précipitations. On en a enregistré 79, notamment dû à des journées très pluvieuses. On a eu des jours très pluvieux, notamment les 5 derniers jours du mois après la période caniculaire. On le sait, hein, on a eu la période caniculaire en France et en Dordogne du dimanche 18 jusqu'au vendredi 23, hein, où le département était en alerte orange à la canicule en Dordogne. Et on a eu dans la foulée le 26, 27, 28, 29 et le 30. On a eu 4 jours extrêmement perturbés avec des précipitations cumulées à plus de 10 voire 12 mm de pluie par jour, ce qui nous donne un bilan pour le mois de juin à 79,3 mm, ce qui nous fait une pluviométrie en Dordogne supérieure de 21% pour le mois de juin. Pour le mois de juillet, le mois a été un petit peu moins tranché. Côté précipitations, on enregistre des précipitations qui sont déficitaires sur ce mois de juillet. On attend en temps normal 53 mm, on enregistre 34 mm seulement en Dordogne. Le résultat est donc déficitaire de 34%, donc une forte anomalie pluviométrique pour ce mois de juillet. Il y a eu très peu de pluie, notamment entre le 1er juillet et le 20 juillet. Bon, à savoir qu'il n'était tombé que 2,5 mm de pluie en plus de 18 jours, donc c'est-à-dire très peu. Il y a eu des précipitations plus importantes à la fin du mois, notamment le lundi 31 qui a été particulièrement orageux en soirée et qui a donné des cumuls de précipitations importants sur le département. C'est pratiquement là qu'ils sont tombées toutes ces précipitations sur ce mois de juillet 2017 en Dordogne. Pour le mois d'août, on devrait atteindre normalement 51 mm de précipitations. On en enregistre en moyenne sur le département 28 mm, 28,6 pour être précis en moyenne, ce qui donne une anomalie déficitaire de précipitation de 46%. Au final, l'été 2017 en Dordogne est particulièrement sec, sauf le mois de juin, mais qui ne comble pas la sécheresse. Ça a été des orages et c'est assez disparate. Le Sarladais a été beaucoup moins arrosé, par exemple, que le Bergeracois ou le Périgord blanc. Au final, l'été 2017 est particulièrement sec en Dordogne et se poursuit depuis 14 mois consécutifs de sécheresse maintenant sur le département. Au niveau des température moyenne minimale pour la Dordogne, on devrait avoir en juin le matin des températures moyennes de 12,7 degrés. Les températures relevées sont de 14,8 degrés, ce qui donne une anomalie supérieure de 2,1 degrés le matin. Les températures moyennes maximales que l'on devrait avoir en juin devraient afficher 25,1 degrés. On affiche 28, on est à plus 2,9 degrés. Donc une très forte anomalie de température, notamment due à la canicule. Le thermomètre a dépassé pendant 6 jours consécutifs la barre des 30 degrés. C'est un record en Dordogne. La température la plus élevée en Dordogne pour le mois de juin a été de 36,6 degrés. C'était le jeudi 22 juin. Et la température la plus basse, 6,9 degrés. Le petit matin, c'était le mercredi 7
juin. On va faire le bilan du mois de juillet niveau température. Oui, on fera l'ensoleillement un petit peu après, une fois qu'on aura fait les températures. Pour le matin, en Dordogne, température minimale moyenne 14,4 degrés, température relevée 15,7, anomalie supérieure de 1,3 degrés. Anomalie relevée en supérieur. Pour l'après-midi, les températures moyennes maximales en Dordogne sont de 27,5 degrés sur les 35 dernières années, donc pour tout le bilan d'ailleurs. Et les températures relevées affichent 27,1 degrés. On est en dessous de 0,4 degrés et entre moins 0,5 et plus 0,5, on considère que c'est dans les normales. Donc à moins 0,4 degrés près, on ne va pas chipoter, on est dans les moyennes de saison en Dordogne pour le mois de juillet. Donc pas d'anomalie particulière, si ce n'est que le matin ont été un petit peu plus doux. Température moyenne minimale pour la Dordogne au mois d'août, 14 degrés, température cette année relevée 14,3, anomalie supérieure à plus 0,3, on n'en tient pas compte là aussi, puisqu'on est entre 0,3 et 0,5. L'après-midi, température moyenne en Dordogne pour le mois d'août, c'est le mois le plus chaud en moyenne, 27,6 degrés. Et on a relevé cette année 28,4, on a une anomalie de plus 0,8 degrés. Donc là aussi, on tient compte par contre de cette anomalie, donc un mois de août plus chaud. Journée la plus chaude au mois d'août, 36,2 degrés, c'était le 22 août, et on a eu 6,5 degrés le 20 août, le dimanche matin, qui a fait assez frais. Sachez qu'entre le 22 août, justement, où il a fait 36 degrés, on a eu pendant près de 8 jours consécutifs des températures à plus de 30 degrés en Dordogne, à savoir respectivement 36,2, puis 31,9, puis 33,3, puis le vendredi 32,1, le samedi 35,00, le dimanche 34,7 et le lundi 35,3. Enfin, il a fait le mardi 29 août 31,3 degrés. Donc il a fait extrêmement chaud pendant 8 jours consécutifs. C'est la période la plus chaude consécutive de cet été. On va finir en Dordogne pour ce bilan avec l'anomalie de l'ensoleillement. Et c'est donc là qu'intervient également le bilan mitigé. À savoir que on a normalement en moyenne 227 heures de soleil en Dordogne pour le mois de juin. Cette année, 226 heures,8, ça fait une anomalie supérieure de 17% d'ensoleillement. Donc un mois de juin extrêmement bien ensoleillé. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Pour le mois de juillet, en Dordogne, 240 heures de soleil en moyenne. On a relevé cette année 191 heures,2. Ça donne un déficit important de 29%, malgré des températures donc supérieures aux normales de saison et une pluviométrie inférieure là aussi aux moyennes de saison. On a un ressenti global qui est donc assez moyen pour ce mois de juillet. Il y a eu pas mal de journées, notamment au milieu du mois, avec très peu d'ensoleillement, mais pas de précipitation. Et puis pour le mois de août, enfin, on devrait avoir 247 heures d'ensoleillement. On en a eu 238,7. On a une infériorité de 6%. Donc, c'est-à-dire qu'on est globalement dans la moyenne. Donc, le mois d'août a été avec des températures plus chaudes pour les normales de saison. Voilà pour ce bilan. On a fait un bon bilan sur la saison estivale. Alors, maintenant, on va passer en fait à la situation météo pour ce soir en fait. On a actuellement un système dépressionnaire. Alors attendez, je vais me mettre sur la carte. Je ne sais pas si on va très bien voir comme ça. Voilà. Alors, pour cette soirée, alors on voit que l'animation satellite ce soir, il y a sur l'écran donc une perturbation ici qui arrive sur les régions de l'ouest. Alors elle se heurte à un champ de pression un petit peu plus anticyclonique ici sur les régions de l'est du pays. Donc le temps est assez voilé mais bien agréable sur les régions de l'est.
C'est la même chose dans le sud-ouest. Finalement, on a un beau dimanche, hein, on a eu une assez belle journée sur ces régions du sud-ouest. Par contre, on voit que la densité nuageuse est beaucoup plus importante ici sur les régions du nord-ouest. Et c'est là qu'il y a des précipitations, mais cette perturbation n'a pas beaucoup progressé en fait, puisque il y a tout simplement, voilà, on le voit très bien, donc cette perturbation qui gagne ces régions et ce soir qui aborde une partie ouest de l'Île-de-France et l'ouest de la Picardie. On a quelques gouttes ici, vous voyez, un tout petit peu qui passe actuellement sur le Périgord. Il y a des pluies bien plus importantes quand même qui arrivent actuellement par l'Atlantique, notamment sur la côte girondine, hein, où le temps est en train de se gâter assez sérieusement. Et puis vous voyez que sur les régions de la Bretagne également, on a pas mal de précipitations, on a une perturbation, mais on voit que cette perturbation a tendance à bien se désagréger en avançant par l'ouest. En fait, c'est tout simplement dû à la présence d'une légère haute pression sur les régions de l'est de la France. On va le voir. Regarde, on va le voir assez rapidement maintenant. Puisqu'au niveau de la pression atmosphérique, on voit bien qu'il y a la perturbation ici qui arrive avec un front froid, un front chaud assez atténué d'ailleurs sur les régions de la Bretagne, alors qu'on a des conditions un petit peu plus anticycloniques ici sur une partie de l'Allemagne et de l'Est de la France. Donc en général, quand on est en dessous de 1015, on dit que c'est dépressionnaire, hein, et puis au-dessus de 1015, on dit que c'est plutôt anticyclonique, et donc c'est assez synonyme de beau temps. Donc globalement, on est actuellement dans ce qu'on appelle un marée barométrique, c'est-à-dire que les pressions sont plutôt ni dépressionnaires, ni anticycloniques. On voit qu'il y a assez peu de flux sur la France actuellement. Au niveau des températures relevées pour cet après-midi, regardez ce que l'on a. Alors voilà les températures actuellement. Alors c'est une température pratiquement directe, hein, parce qu'il est 19h et ce sont des températures relevées par les stations Météo France cet après-midi à 18h48, donc il y a un petit quart d'heure. Alors on voit que sous la perturbation, il fait en effet pas bien chaud, hein, pour un début septembre, entre 13 et 14 degrés ici, vous le voyez sur la Normandie ou encore du côté de Rennes, où le mercure est assez bas. Il fait assez doux quand même dans les régions du sud-ouest, entre 22 et 24 degrés, voire 25 degrés du côté de Mont-de-Marsan ou de Auch, donc température dans les normales de saison. Vous voyez qu'il ne fait pas beaucoup plus chaud près de la Méditerranée, on est entre 21 et 27 degrés, 21 degrés du côté d'Hyères-Toulon, et on a 27 degrés, vous le voyez ici du côté de Montpellier par exemple. En Bretagne, il fait entre 18 et 20 degrés, donc il y a quelques éclaircies après la perturbation, donc des températures de saison. Et puis vous voyez qu'ici, sur les régions ailleurs sur le territoire, on est entre 18 et 22 degrés, donc dans des températures globalement là aussi de saison. Ça pourrait être un petit peu plus chaud, peut-être de 1 ou 2 degrés, mais à 19h pour un début septembre, on est quand même pas trop mal encore. Vous voyez que cette douceur qui remonte un petit peu jusque sur les pays du Benelux, avec une vingtaine de degrés actuellement. Alors ça pourrait être beaucoup mieux, hein, on pourrait avoir 28 ou 30 degrés encore à la saison que l'on est, mais globalement ça pourrait être pire, sauf sur les régions vraiment du nord-ouest, où là on enregistre des précipitations et donc un mercure assez en baisse. Qu'est-ce qui nous attend en Périgord pour cette semaine? Alors on va faire d'abord donc les prévisions. Alors ce sont les prévisions que je fais donc pour la Dordogne libre, donc qui vont paraître demain dans votre journal préféré. À retrouver en kiosque, bien sûr, dans tous les diffuseurs, notamment autour de Périgueux. Donc demain, le soleil se lèvera à 7h22 et se couchera à 20h30 et nous fêterons les Rosalies. Alors demain à la mi-journée, donc on aura encore trace de cette perturbation sur le Périgord, notamment dans le Bergeracois ou encore du côté du Sarladé avec quelques gouttes de pluie, tandis que le ciel sera très nuageux jusqu'à la mi-journée sur l'ensemble du reste du département avec quelques éclaircies qui commenceront à se développer. C'est le cas par exemple à Exideuil, à Périgueux ou encore du côté de Thiviers. À savoir que dans l'après-midi, hein, le temps se dégagera et la masse d'air s'asséchera progressivement avec de plus en plus d'éclaircies un petit peu partout. Côté température, demain matin, entre 11 et 14 degrés, donc des normales de saison, 11 à Exideuil, 12 à Nontron, 13 à Périgueux et à Sarlat, 14 à Bergerac. Demain après-midi, 22 à Nontron, 23 à Périgueux, 24 à Exideuil, 25 à Sarlat et dans le Bergeracois.
qu'est-ce qui vous attend pour... Alors oui, vous voyez aujourd'hui à la mi-journée. Alors je vous le dis, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pour demain. C'est ce qui va se paraître demain dans la Dordogne libre. Donc forcément, il faut que demain ça soit écrit pour aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment pour demain. D'ailleurs, on va cacher là le pour demain, là, voilà. Donc là, c'est la carte que vous voyez pour mardi. Alors mardi, beaucoup de brume, de brouillard, de nuages bas, notamment dans les vallées. Et oui, c'est la rentrée scolaire demain, donc qui dit la rentrée dit que c'est l'automne. Et donc en automne, retour des brouillards dans nos belles vallées du Périgord, avec dans l'après-midi et dès la mi-journée d'ailleurs, de belles éclaircies sur le département. Mais le ciel ne sera pas forcément tout bleu partout. Les températures dans la matinée, comprises entre 13 et 15 degrés, 13 au nord du département, 15 dans le Bergeracois, 14 à Périgueux. Et dans l'après-midi, alors il y a un souci sur la carte puisqu'il fait pas 14 mais 24 degrés à Nontron. Et on aura 25 à Excideuil, 25 à Périgueux, 26 dans le Sarladais et en Bergeracois. La tendance un petit peu plus globale pour les prochains jours, avec pour mercredi des températures en légère hausse et un temps plutôt bien ensoleillé. Alors, on aura quelques brumes, brouillards et nuages bas le matin en Périgord. Pour jeudi, beaucoup de soleil, des températures un peu en baisse le matin. Il fera assez frais jeudi matin et les températures maximales seront dans les 25 degrés un petit peu partout. Donc c'est dans les normales de saison. Pour vendredi, on aura des températures en hausse entre 12 le matin et une moyenne de 27 l'après-midi avec le canon 28 et beaucoup de soleil. Et samedi prochain, on devrait avoir des températures en baisse légèrement avec un flux qui s'orientera progressivement à l'ouest et des nuages qui devraient revenir. La fiabilité commence à être un petit peu mauvaise à partir de samedi prochain. On pourrait d'ailleurs avoir une dégradation assez importante le week-end prochain sur les régions de l'ouest et ensuite dimanche sur les régions de l'ouest et puis ça se propagera peut-être lundi. Mais la fiabilité et l'échéance est encore assez lointaine, donc la fiabilité n'est pas très bonne à partir de samedi prochain. Voilà pour les prévisions. Voilà ce qu'on a pu dire sur ces prévisions. Alors, c'est vrai que le Facebook Live dure assez longtemps ce soir parce qu'il fallait faire un bilan sur ces mois. Si vous ne l'aviez pas reconnu, en fait, c'est une carte d'analyse un petit peu technique pour les États-Unis. On sait que Harvey a fait de très gros dégâts au Texas le week-end dernier. Et on sait malheureusement que la saison cyclonique n'est pas encore finie et que la saison des ouragans bat son plein actuellement dans l'Atlantique. Et malheureusement, il y a un phénomène peut-être encore plus destructeur que Harvey la semaine dernière. En fait, il s'agit de Irma. Il y a déjà, à l'heure que je vous parle, un ouragan extrêmement puissant en catégorie 3, pratiquement catégorie 4. Avec des vents déjà qui atteignent 200 km/h. Alors il est au milieu et au beau milieu de l'Atlantique, loin de toute terre habitée. Alors, je vais essayer de descendre un petit peu sur la carte si je peux, en laissant la date en haut. Alors on va s'avancer. Donc là on est à dimanche. Je vais essayer de m'avancer un petit peu à lundi ou à mardi, dans des échéances un petit peu plus lointaines. Voilà, là on est même à mercredi. Mercredi, on voit que la situation est encore assez calme sur les États-Unis. Alors on s'attend en fait à une situation qui est déjà surveillée de près aux États-Unis parce que cet ouragan va traverser de très nombreux territoires et notamment peut-être certaines collectivités d'outre-mer, notamment la Guadeloupe qui est en ligne de mire un petit peu de ce super ouragan qui pourrait même peut-être atteindre une catégorie 5 le week-end prochain. Alors mercredi, on voit que l'anticyclone sera très présent encore sur une grande partie des États-Unis. On va avancer un petit peu plus sur l'échéance. On va avancer voilà, là on est à jeudi. Alors regardez, on va avancer jusqu'à jeudi soir. Et on va avancer dans la nuit de jeudi à vendredi. Parce que vendredi, les îles ici, donc on repère le golfe du Mexique avec le Texas ici qui a été durement frappé. Le golfe du Mexique juste ici. La Floride. Donc ça c'est une carte vendredi. Et alors vendredi prochain,
On le voit, hein, on sera le 7, le 8 septembre. On voit ici cet ouragan extrêmement puissant, hein, ces isobars extrêmement resserrés, avec des cœurs de dépression vraiment très creux. Alors ici, on voit donc la Floride et l'archipel des Antilles. Par exemple, on voit ici la situation dans le secteur des Bahamas, par exemple, au niveau des Antilles, le nord de la Guadeloupe, également la Martinique qui sont ici, avec Cuba, toutes ces petites taches, toutes petites îles de l'océan Atlantique, hein, dans la mer des Caraïbes. Donc ça c'est pour vendredi. Et puis regardez cette trajectoire cyclonique qui va augmenter progressivement à partir de vendredi, de samedi prochain. Cet ouragan extrêmement destructeur qui va passer voilà, sur les Antilles. Là c'est samedi à 8h selon les modèles, qui se dirige tout droit vers la Floride. Regardez, vous voyez ces cartes. Ici, cet super ouragan. Et qui va ensuite, alors très probablement, la situation n'est pas encore fixée dans le secteur. L'ouragan pourrait prendre une trajectoire un petit peu plus vers la mer des Caraïbes et ensuite vers le golfe du Mexique. Et en fait, là, il semblerait qu'on soit un petit peu mieux fixé là, depuis aujourd'hui sur cet ouragan qui va ensuite toucher la côte est de la Floride avant de remonter sur la côte est des États-Unis. Regardez, dimanche prochain, dans une semaine, voilà où pourrait se situer ce terrible ouragan. On va le voir dans quelques instants, le temps que la page charge. Voilà, ce super ouragan qui pourrait être avec son centre dépressionnaire extrêmement creux, touché. Ah oui, c'est là, voilà. Donc sur la côte est des États-Unis, cet ouragan qui pourrait toucher la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, puis remonter progressivement vers la Virginie. On pourrait également voir selon certaines modélisations, alors soit cet ouragan va rentrer dans les terres et va venir mourir à l'intérieur des États-Unis en faisant d'énormes dégâts, ou alors il pourrait tout simplement longer la côte en faisant des dégâts là aussi très importants et remonter jusqu'à New York. Donc la situation là-bas est extrêmement surveillée, hein, comme le lait sur le feu. Ce sont des phénomènes que l'on n'a pas en France pour le moment, car avec le réchauffement climatique, il pourrait, hein, par le futur, d'ici peut-être 2020, 2030 ou 2040, c'est quand même assez proche, que certains ouragans soient en fait repris dans un phénomène de jet stream atlantique, c'est-à-dire que la plupart des perturbations atlantiques qui arrivent sur la France viennent du nord des États-Unis, en fait, hein, tout simplement, qui passent ensuite, qui traversent l'Atlantique, hein, la plupart des perturbations. Alors, c'est des perturbations tout à fait classiques, comme on peut le voir. Il y a ensuite en hiver certains phénomènes, puisque c'est l'hiver, de tempêtes qui se creusent, mais jamais de caractéristiques ouragans, en fait, puisque les ouragans interviennent lorsque l'océan est assez chaud. Donc, c'est-à-dire que l'hiver, l'océan en France est beaucoup trop froid. Il faut en moyenne au moins 23-24 degrés pour qu'un ouragan ait assez d'énergie pour venir détruire et venir jusque sur les côtes françaises. Donc, on n'en a pas là. L'Atlantique, pour l'instant, au large des côtes françaises, est en moyenne aux alentours de 21, 22, voire 23 degrés. On pourrait se rapprocher. Donc, ça, c'est un autre débat, bien sûr. C'est dans la situation à plus longue terme et à plus longue échéance. Pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer aux États-Unis, je vais vous faire voir des prévisions météo que l'on peut avoir là-bas. Donc, du côté de Carolina Beach, en fait, c'est sur les plages du côté de la Caroline, du Nord. Et l'on voit sur le diagramme de la pression atmosphérique prévue pour le week-end prochain, regardez des séquences. On voit très bien donc des pressions autour de 1014 hectopascales, donc c'est ce qu'on a en France actuellement, et puis on voit le creux à 930 hectopascales. Alors il faut savoir que de mémoire, si je ne dis pas de bêtises,
la pression la plus basse en France est déjà descendue à 950, je crois, au 960 hectopascales. Mais jamais des pressions en dessous ont été abattues. Et quand on a des grosses tempêtes, comme l'hiver dernier en France, la pression était aux alentours de 980-990 hectopascales. Et on avait quand même des vents à presque 200 km/h en France, quand on se rend compte de la puissance destructrice de ce phénomène. Regardez, au niveau des prévisions, alors c'est pour ceux qui rejoignent la vidéo, ce n'est bien sûr pas en France, c'est donc aux États-Unis la semaine prochaine. Regardez, lundi, à 8 heures, des vents qui pourraient atteindre 205 km/h et plus de 140 litres d'eau par mètre carré, avec une pression à 930 hectopascales. C'est un ouragan extrêmement puissant. On voit la pression chuter en moins de 24 heures, puisque la veille, elle sera à 1014 hectopascales. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Extrêmement impressionnant ce genre de phénomène, tout en voyant des températures extrêmement élevées, puisque vous êtes bien sûr sur la côte est des États-Unis, au niveau de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, donc des températures et une zone près de l'équateur qui est bien sûr très chaude, très tropicale, qui permet d'avoir ce genre de phénomène. Mais on voit bien sûr que les prévisions là-bas sont totalement folles et totalement alarmistes. On aimerait bien sûr ne jamais voir ça en France quand on voit le phénomène. 140 mm de précipitation. Et il faut savoir, je vais revenir un instant sur cette carte, mais il faut savoir que quand on voit cet ouragan ici, qui a le diamètre de quelques centimètres ici sur cette carte, qui pourtant couvrirait plusieurs hectares, plusieurs États américains, de la Floride jusqu'à la Géorgie et les deux Carolines qui seraient durement frappés. Il faut savoir que ça paraît tout petit sur cette carte, mais pour un ordre d'idée, c'est qu'en fait, si cet ouragan, on le prenait le même et qu'on le mettrait sur la France, en fait, tout simplement, la France entière serait recouverte, puisque le diamètre de la tempête, de ce super ouragan qui va toucher la côte est des États-Unis la semaine prochaine, le week-end prochain précisément, probablement dimanche et lundi prochain, frapperait en fait toute la France. La France entière serait ravagée par des vents à 200-250 km/h. Ça serait quelque chose qu'on n'a jamais connu, qu'on ne connaît pas. Les tempêtes en France touchent en général beaucoup moins de secteurs et sont beaucoup plus petites. Mais ça donne quand même, quand on y pense, une image. Alors bien sûr, le territoire américain est si vaste, si grand, plusieurs dizaines de fois grand comme la France, que l'on ne se rend pas compte de ce phénomène. Mais c'est ce phénomène qui va toucher autant de zones, bien sûr, qui toucherait la France. En fait, tout simplement, c'est de la Bretagne jusqu'à la côte basque qui serait touchée en même temps. Et ensuite, l'ouragan soufflerait à 200 km/h en même temps de Lille jusqu'à Perpignan. Ça donne froid dans le dos, ce genre de prévision. On revient un instant sur des prévisions avec des conditions, bien sûr, extrêmes et des quantités d'eau qui peuvent même être largement sous-évaluées par rapport à ce qu'ils donnent, puisque ce sont des modèles météorologiques bruts et que l'on peut s'attendre à des précipitations bien plus importantes et à des rafales de vent qui pourraient être beaucoup plus importantes. D'ailleurs, vous voyez le vent, alors vous avez les rafales de vent à 205 km/h sur cette côte est des États-Unis en prévision, et à côté, à gauche, c'est le vent en fait moyen, la vitesse moyenne du vent, 150 km/h. C'est ça qui caractérise les ouragans par leur puissance, puisqu'en France, on a souvent des vents, par exemple, des rafales à 140, 150 km/h, bien sûr, voire même plus, 160, 180 km/h, c'est bien sûr, ça arrive de temps en temps l'hiver en France. Mais les vents moyens sont moindres, sont inférieurs, c'est-à-dire qu'on a des vents, voilà, par exemple, souvent, comme vous pourrez avoir au début, c'est-à-dire des vents moyens à 75 km/h avec des rafales à 120. Mais on n'a jamais en France des vents moyens à 150 km/h, c'est-à-dire que le vent souffle en permanence à 150 et qu'il y a des rafales jusqu'à 200, 250 km/h. Voilà, c'est un phénomène. On aura l'occasion d'en reparler dans la semaine, bien sûr, et puis les médias des États-Unis qui sont déjà dans l'affolement de ce super ouragan, qui, une semaine après l'ouragan Harvey qui a balayé et qui a touché en plein cœur les États-Unis. Voilà la tempête Irma qui est pour l'instant au plein milieu de l'Atlantique
et qui une menace qui est à un peu plus de 2000 km du Cap-Vert, en fait, qui est parti au large de l'Afrique, classique, et puis qui se dirige comme un boulet de canon à une vitesse de 30 km/h pour l'instant sur l'Atlantique, hein, cette tempête qui circule très vite sur l'Atlantique et qui va avancer très rapidement. Je ne sais pas si on a l'animation Alors attendez, j'ai une carte peut-être qui peut être sympathique pour voir la formation de cet ouragan. C'est une carte de l'hémisphère nord. Et on va se terminer là-dessus. C'est une carte de l'hémisphère nord où on va voir l'ouragan actuellement en plein milieu de l'Atlantique. Alors il est là. Si on revient à une carte d'aujourd'hui, ça serait bien. Voilà, l'ouragan que je vous vois. Donc, alors en fait, c'est l'hémisphère nord, hein. Donc vous avez la France ici, le pôle Nord hein, ici, donc dans des zones toujours un petit peu plus dépressionnaires, les États-Unis qui se trouvent là. Donc en fait, le globe, comme si le globe était rond et plein en fait, si vous voulez. Hein. Vous avez la France ici, partie de l'Europe. Ici, vous avez la Russie, la Chine, et puis ensuite, ça revient derrière, vous voyez, la Chine qui s'approche de l'Alaska ici. Donc c'est en fait, les États-Unis sont à plat ici. Et on voit déjà très bien le petit point de ce terrible ouragan. Et je vais essayer de le mettre en animation technique. Et on va le voir avancer et se former et se creuser progressivement. Regardez, en approchant des côtes américaines, regardez. Voilà, en passant sur les Antilles, hein, parce que les Antilles françaises risquent d'être notamment la Martinique. La Martinique devrait être épargnée, mais la Guadeloupe pourrait être quand même assez sévèrement touchée. On le voit très bien. Loin, très loin de ce temps très calme en France. On voit très bien ce super ouragan passer le week-end prochain sur la côte est des États-Unis. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée, puis on fera des Facebook Live, alors beaucoup plus court. Hein. Là c'était un Facebook Live extrêmement long pour faire le point tout simplement de cet été. On fera des Facebook Live un petit peu plus fréquemment, peut-être plusieurs fois dans la semaine, avec des prévisions un peu plus techniques et parfois un petit peu moins. Voilà, donc ça sera pour cette rentrée. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne rentrée à vous tous. Alors bon courage, la plupart des gens quand même ont repris le travail, mais pour les enfants et les plus jeunes ainsi que les étudiants, nombreux, plusieurs millions demain, qui feront cette rentrée scolaire sous un temps un petit peu perturbé, notamment dans l'ouest de la France. Si vous avez la chance de rentrer dans l'est de la France ou en Méditerranée, le ciel est beaucoup plus clément pour vous demain. Et puis, bon courage et puis bonne fin de vacances à les insulaires, bien sûr, notamment, je pense, aux petits Corses qui, eux, rentreront bien plus tard, qui rentreront un petit peu plus tard, puisque la rentrée scolaire en Corse est toujours un petit peu décalée. Ils profitent encore des belles journées de ce mois de septembre près de la Méditerranée. Je crois que les Corses se rentrent dans une semaine, si je ne dis pas de bêtises. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.